15h04. Et oui, Philippe Bertrand, quand je serai grand. Oui, il est là. bonjour Claire. Vous allez bien? Oui, très bien. Et Bernard Werber avait une proposition à vous faire. Pourquoi ne dirait-on pas les nouvelles sous forme d'un blues? Parce qu'on a entendu un blues avec Eric C'est vrai Oswald. qu'il y a de quoi être un petit peu blues. Vous pourriez pas nous faire ça un jour? Mais une info anecdotique. On va pas parler de choses dramatiques en blues. Je crains que non. Un blues triste pour les mauvaises nouvelles, Voilà. un blues joyeux pour les bonnes nouvelles. Voilà, blues pour la Nouvelle-Orléans, ça serait tout à fait indiqué. Ouais, c'est sûr. Bon, d'accord. Eh ben, on va repenser à ça plus tard. Hein. Voilà. À tout à l'heure, À Claire. tout à l'heure. Je serai pompier ou je ferai un métier de police. Voilà. Ou je serai quelqu'un qui soigne les gens, je serai quelqu'un qui protège la terre. Je sais pas moi, mais ce que je voudrais bien être pompier. Mais enfin, ce que je voudrais vraiment faire, c'est être un piloteur d'avion. Aujourd'hui, quand je serai grand, je serai écrivain populaire à tête chercheuse, à savoir Bernard Werber. Bonjour Bernard. Bonjour. Vous êtes rêvé de cette forme? Est-ce que je me suis- Écrivain populaire? Jamais. J'ai jamais voulu être écrivain en fait. Je me suis mis à écrire pour me détendre. Et après, il y a un moment où j'ai fait lire ces textes. Et il y a un moment où j'ai eu envie qu'ils soient publiés. Mais je ne savais même pas qu'on pouvait gagner sa vie en étant écrivain. Pour moi, c'était une activité de détente. Et vous rêviez à quoi alors? Je voulais être inventeur. Attends, et quelle est la différence entre un écrivain et un inventeur, fondamentalement? Maintenant, je vous dirais à la distance, j'invente des machines dans mes livres, j'invente des concepts dans mes livres, et en effet, pour être inventeur, je crois qu'il vaut mieux être écrivain. Par contre, j'étais très déçu parce que quand j'étais journaliste scientifique, je me suis aperçu que les scientifiques ne pouvaient plus inventer, c'était des équipes, et en général, c'était financé par un système industriel, donc il fallait une rentabilité immédiate. Le principe du bonhomme qui regarde une casserole avec la vapeur qui soulève le couvercle, et qui du coup déduit la montgolfière, n'est plus possible de nos jours. On ne peut plus avoir de fulgurance qui donne une nouvelle machine. C'est dommage. On dit que la réalité dépasse souvent la fiction. Alors, du point de vue de l'invention de machines, là, vous avez un superbe ordinateur portable. En fait, J'adore c'est toutes les machines. c'est quoi? C'est un téléphone? C'est quoi ce truc? C'est un téléphone qui s'ouvre et qui fait ordinateur. Et je travaille même mes manuscrits sur mon téléphone portable. Et voilà, il est quasiment de la taille d'un portable. C'est génial. On peut écrire partout, dans le train, dans l'avion. Je savais une chose, j'ai l'angoisse de l'île déserte, c'est-à-dire que je suis dans un avion, tout d'un coup il tombe dans l'eau et puis je me retrouve à nager pour rejoindre l'île déserte. Et je me pose tout le temps une question, comment amener des outils qui prennent le minimum de place et qui fassent un maximum de choses. Donc ce téléphone, qui fait en même temps ordinateur, me semble être un élément des objets que j'aimerais amener sur mon île déserte. Bernard Werber, il est ouvert là, le téléphone. Oui. Il risque de sonner. Non, pas du bon, tout. d'accord. Il est fermé, je vous rassure. Ah, c'est la grande technologie, ça. C'est La partie ordinateur marche, mais pas la partie téléphone. Vous me rassurez. Golden brown texture like sun lays me down. With my mind she runs throughout the night. No need to fight, never a frown with golden brown. Every time, just like the last, on her ship tied to the mast. To distant lands, takes both my hands, never a frown with golden brown. Golden brown, fine a temptress. Through the ages she's heading west. From far away, stays for a day. Never a frown with golden brown.
quand je serai grand avec Bernard Werber sur France Inter. Bernard Werber demeurera certainement, au-delà de sa vie, une énigme pour la science. Écrivain populaire touche-à-tout, auteur d'une pléiade de textes fantastiques, observateur du minuscule comme de l'immensément grand, bisexué comme nous le serions tous en principe, avec un cerveau féminin, un cerveau masculin, l'un irrationnel, l'autre rationnel. C'est le féminin qui est irrationnel et le masculin rationnel. Probablement, c'est vrai que je pense que ça n'a jamais vraiment dû être vérifié. De temps en temps, il y a toujours une théorie qui sort comme ça, mais moi je me méfie des théories scientifiques. Bernard, inventeur débridé à gros tirage, interrogateur inquiet du sort de l'humanité, porteur d'un nom qui est devenu aussi lourd à afficher qu'une marque. En littérature, on dirait une signature. Imaginatif, polyvalent, rêveur éveillé, Bernard Werber agace certains. Et il y a de quoi quand vous imaginez et vous pensez à toutes ces foules de personnes qui transpirent à écrire un bouquin qui ne sera jamais lu, alors que toute nouveauté, ou presque, Werber est tout de suite, à chaque rentrée, parmi les meilleures ventes de livres. Bernard en amuse aussi beaucoup d'autres par toutes les portes qu'il ouvre, en mêlant des genres, en créant des univers parallèles avec des au-delà et des en-deçà. Il y a certainement une recette Werber, enfin j'essaie de comprendre le fonctionnement de Bernard, qui consiste d'abord à jouer de son savoir-faire comme un enfant jouerait avec ses petites voitures. Et c'est vrai que je pense que vous vous amusez bien. Je m'amuse énormément. La notion de travail n'est pas du tout liée à mon activité. C'est-à-dire que seul sur une île déserte, pour reprendre cette image, je continuerai à écrire. C'est un besoin comme pisser, c'est un besoin comme manger, c'est écrire, raconter des histoires. Je n'écris pas non plus pour faire des best-sellers. J'écris parce que j'ai envie de faire vivre des personnages et j'ai envie d'utiliser mon pouvoir de créer des mondes. Et toute personne qui nous écoute a le pouvoir de créer des mondes, mais seulement on ne s'autorise pas à le faire. Moi, je me suis autorisé à un moment d'inventer des personnages, de les mettre en scène et de leur faire arriver les aventures les plus extraordinaires possibles. Hier, nous avons fait la rentrée avec un homme de la rentrée, psychologue scolaire, monsieur délicieux d'ailleurs, et dans ses propos très intéressants, André Agar-Maréchal, qui nous dit « Mais l'école ne prépare pas à la création, l'école ne favorise pas l'imagination. » L'école ne prépare pas à la liberté parce que si les gens commencent à être libres, ça fout le bordel, si je puis dire. Donc le système, pour être tranquille, a intérêt à ce que tout le monde se tienne à sa place. Maintenant, se tenir à sa place, j'ai l'impression que c'est un système ancien. Dans le futur, j'espère qu'on éduquera les gens pour être libres et que le plus qu'on apportera, ça sera notre créativité, notre capacité d'utiliser nos différences. Mais pour l'instant, nous sommes encore dans le Moyen-Âge. Et tout le monde se gargarise avec le mot liberté. D'abord, les gens ne sont pas prêts à assumer leur liberté, n'ont pas envie. Ils préfèrent qu'on leur dise ce qu'ils ont à faire. Et là, à ce moment-là, ils se tiennent dans le rail. Il faut réveiller cette capacité qu'ont les gens à utiliser leur libre arbitre, avoir leur propre opinion. Moi, tout à l'heure, je mangeais au restaurant. J'étais surpris de voir la difficulté qu'ont les gens à choisir des plats au restaurant. Et souvent, quand il y en a un qui choisit un plat, l'autre copie. C'est-à-dire, ils n'arrivent même pas à exercer leur liberté, leur créativité dans le choix d'un plat au restaurant. Mais méfiez-vous, hein, Bernard, quand même. Dans l'observation, vous savez qu'il y a des habitués dans les restaurants. Donc, ils viennent tous les 2 jours, ils ont la même carte pendant 15 jours ou 1 mois. Et par la force des choses, ils ne savent plus quoi choisir. Là, c'était les touristes. Là, je les observe. Et il y avait plusieurs tables où ça fonctionnait comme ça, au point où il y a une table où les 4 ont pris le même plat, parce qu'il y en a un qui a eu une idée. Tiens, si je prenais du poisson, ah ouais, pas mal, pas bête. Mais ils n'étaient pas capables d'eux-mêmes de trouver une créativité au niveau du choix des plats. Alors vous, Bernard Werber, à quelle école vous avez été formé pour avoir cette liberté ? D'abord, j'ai pas vraiment été formé. J'ai eu 2 profs de français qui m'ont dit « Attendez, votre truc, c'est un peu bizarre, mais entre nous, qu'est-ce que ça me fait rigoler ?» Et ces 2 profs ont suffi à réveiller en moi l'envie d'écrire des histoires. Et, votre truc, c'était quoi alors ? Mais je racontais déjà des histoires d'animaux très très jeunes, vers 7-8 ans. Je racontais des histoires d'animaux et je racontais des histoires horribles avec du suspense. Et il y a eu quelques êtres humains qui sont venus vers moi pour me dire ça nous amuse. Voilà. Et j'ai retenu ça. Il y en avait plein qui me disaient arrête de nous compliquer avec tes histoires à la noix. Mais vous savez, par moment, quelqu'un qui une fois vous dit j'aime bien ce que vous faites, continuez. Ça suffit à donner envie de continuer. De même, quelqu'un qui vous dit tu n'y arriveras jamais. La plupart des profs me considéraient comme un élève bizarre, c'est-à-dire pas comme un mauvais élève, mais un élève solitaire et qui ne jouait pas le jeu. Et c'est exactement ce que j'ai été tout le temps, c'est-à-dire les règles telles que me propose la société ne me conviennent pas, j'ai envie d'inventer mes propres règles. Et c'est ce que je fais dans les livres. J'invente des règles d'un monde et à travers ces règles que j'ai inventées, je fais vivre mes personnages. Mais le système... J'ai des bons élèves. Si j'avais été un bon élève, j'aurais été juste un cadre moyen et puis je ne crois pas que j'aurais été vraiment heureux. Je ne dis pas que je suis plus heureux maintenant, mais en tout cas, au moins j'ai l'impression de faire quelque chose d'utile et qui a un sens.
J'aime bien les CV qui commencent comme ça. Donc, naissance en septembre 61. Ouais, C'est bientôt votre anniversaire. ouais, 18. 3,4 kg à Toulouse. Oui, c'est assez C'est bien, ça banal. commence comme ça. C'est combien je pesais dans l'entrée dans la vie. 3,4 kg. Non, mes souvenirs remontent bien avant ma naissance. De manière étrange, c'est pas que je crois à la réincarnation, c'est que de manière étrange, je ne sais pas pourquoi, j'ai des souvenirs de ma vie avant de naître. Ou c'est mon imagination, Ouais. hein. Mais je me rappelle vaguement la tiédeur et les ténèbres qu'il y avait dans le ventre de ma mère, et j'ai vaguement conscience de la sortie. Et voilà. Bon, on a une empreinte obligatoirement de cette Je crois que c'est période inscrit fétale. dans notre inconscient, si ce n'est que je m'amuse tellement à faire sortir des éléments de mon inconscient comme on presse une éponge que je suis arrivé à faire sortir ça. J'ai aussi d'autres souvenirs très étranges, c'est souvenirs d'une vie animale. Je ne sais pas d'où ça me vient, mais j'ai souvenirs précis de comment vivent les renards. Le quotidien du renard, comment on chasse le renard. Alors, je n'ai pas d'explication irrationnelle à ça, votre cerveau féminin, mais je peux vous dire ce que c'est que de courir en sentant sa colonne vertébrale qui se déploie et en utilisant la queue pour stabiliser durant la course, et l'angoisse que c'est de ne pas trouver de petits mulots à ramener à la famille. C'est des choses que je ne sais pas pourquoi c'est inscrit dans moi. Vous avez un site internet, alors c'est bernardverber.com, un site internet très riche et très fourni. Alors, je suis allé le voir justement par rapport à ces idées. Et il y a un moment donné, vous parlez d'une interview. Alors, c'est pas une interview, c'est une interview. Ce serait essayer d'interroger le cerveau, essayer de comprendre ce qui se passe à l'intérieur. Et j'ai l'impression que vous pratiquez ça sur vous-même avec facilité. Oui, je me sens explorateur, donc si j'explore les mondes, j'explore les concepts, a fortiori j'ai envie de m'explorer moi-même puisque je suis mon meilleur laboratoire. Mais de l'observation de moi-même, je vais utiliser cette matière première pour faire des personnages, pour comprendre le monde et pour essayer de saisir ce qui se passe autour de moi. Je suis extrêmement perdu sur cette planète, je ne comprends pas grand-chose. L'écriture est un moyen de faire le point du peu d'informations que j'ai déduites. Même si c'est facile, je sens que chez vous, alors si ma question est facile, il y a un voyage plus intérieur qu'extérieur. Ça peut s'expliquer par une déception de l'extérieur. Oui. Je suis un énorme angoissé. Tout ce qui se passe m'inquiète. Je vis dans un sentiment d'être perdu ici. Et ce sentiment est supportable que par l'écriture. Mais de manière étrange, plus je me sens paumé, mieux j'écris. Vous voyez, ce matin, j'ai écrit 40 pages d'un coup, et c'était du pur bonheur. Et hier soir, j'étais un peu angoissé. Et au point où j'en arrive à me demander, est-ce que l'angoisse est liée à la création ? J'avais une discussion avec Étienne Dao qui me disait, il faut souffrir pour créer. Je crois pas. Je crois qu'on peut arriver à créer sereinement. Mais en tout cas, les périodes de trouble, de remise en question, sont des périodes, chez moi, qui aboutissent à des mondes extrêmement riches. Et attendez, vous avez écrit d'un jet 40 pages ? Oui. C'est pratiquement... Faut pas le dire ça. Mais... On dit, je suis écrivain, ce matin j'ai travaillé entre 8h et midi, comme chaque matin, et vous savez, j'ai pu sortir 4 pages, je me demande comment, mais j'ai su faire, et il va falloir que je retravaille, que je revienne sur l'écriture. Ah non, moi c'est la joie pure. D'abord, quand j'écris, je souris, ça m'arrive de rire. Je suis dans un acte de pur bonheur et de transe. J'ai l'impression que c'est un acte chamanique, c'est-à-dire je me branche sur des tas de choses autour de moi, peut-être une dimension au-dessus, et je la laisse me traverser et ça sort dans les livres. Là encore, j'ai une formation de journaliste scientifique, donc je ne vais pas trop délirer et vous dire attendez, c'est un acte sacré. C'est quelque chose que je fais sans réfléchir. Mais c'est quelque chose que je fais joyeusement. Et je crois qu'on ne peut pas procurer de plaisir au lecteur si on n'a pas de plaisir à l'écriture. Donc je fais très attention à mon plaisir d'écriture, et dès que j'ai plus de plaisir, je m'arrête. Et vous pouvez être surpris par le résultat lorsque vous devenez lecteur de vous-même ? Je suis complètement sidéré de ce que j'écris. Et quand je me relis, je comprends à moitié ce que je voulais dire. Mais c'est effrayant de dire, c'est peut-être pas moi, d'où ça vient ça ? C'est effrayant quand même. Ah, mais non, c'est pas effrayant dans la mesure où je me sens pas... C'est pour moi, mes livres ne sont pas une possession, c'est pas les livres de Bernard Werber, c'est quelque chose qui est sorti à un moment, qui m'a traversé. C'est des personnages qui existent au-delà de moi. Là, vous voyez, par exemple, là, j'écris un livre dans lequel j'ai des personnages extrêmement attachants. Je les retrouve comme je retrouverais des amis, et je ne sais pas au moment où j'écris l'histoire ce qu'ils vont faire. Et ils me surprennent. Donc c'est une forme de schizophrénie. Peut-être qu'il faudrait que je voie un psychanalyste ou un psychiatre. En tout cas, il y a quelque chose de très bizarre, une alchimie étrange qui se passe à ce moment-là. Il n'y a pas d'effort, il n'y a pas de douleur dans l'écriture. Il y a juste le sentiment de faire ce que j'ai à faire, comme une abeille fait du miel, et le sentiment de faire quelque chose qui a un sens. Bernard Werber est donc bisexué, enfin son cerveau, vous l'avez compris, et il est double.
Martha est venue dans la grange ce matin. Tout et plus rien. Ça sentait la pomme, le vieux bois, le petit linge. Tout et plus rien. La fièvre a tout emporté. La morale, la raison. La fièvre a tout emporté. Tes bottines, mon pantalon. Pendant que tu m'emportais, mon amour, tout et plus rien. Nous n'avons pas vu que tout brûlait autour. Tout et plus rien. Le feu a tout emporté. Le cheval, la maison. Le feu a tout emporté. Ma chemise, tes bottillons. Tout et plus rien. Tout et plus rien du tout, non. Tout et plus rien. Rien. Nous n'avons pas vu quand la pluie est tombée. Tout et plus rien. Toute la région a été inondée. Tout et plus rien. La pluie a tout emporté. Les canards, les oignons. La pluie a tout emporté. Nos guenilles, nos haillons. Le destin peut bien nous enlever tous nos biens. Tout et plus rien. Nous ferons l'amour dans la grange le matin. Tout et plus rien. Tout et plus rien. Tout et plus rien du tout, non. Tout et plus rien. Rien. Thomas Fersen, tout et plus rien pour Quand je serai grand sur France Inter avec Bernard Werber. Et juste avant, en ouverture, parce que j'ai pas eu le temps de vous l'annoncer, puis j'essaie de faire les choses dans l'ordre, The Stranglers, Golden Brown, donc en ouverture de cette émission. Il est inquiétant, Bernard, parce qu'il nous a dit il y a quand même quelques minutes, si vous nous rejoignez, que quand il écrit, ça peut partir comme ça, procéder de quelque chose d'étrange, de non contrôlé, de non maîtrisé, comme une sorte de rêve éveillé. Et quand il sort de son écriture, il a du mal à reconnaître l'origine de cette écriture et se reconnaître lui-même. Mais alors vous me disiez, ça peut être aussi expliqué par un mécanisme, puisque vous avez quand même commencé à écrire, et tout le monde n'est pas capable de faire ça, ou en tout cas ne prend pas ces dispositions-là. À l'âge de 7 ou 8 ans, une première nouvelle, Les aventures d'une puce. Ça commence drôlement tôt. Enfin, là, c'est une vocation, ça. Entre nous, avec le recul, je sais pas pourquoi j'écris, je sais pas pourquoi ça a commencé. Ce que je sais, c'est que ça s'est fait vraiment naturellement, sans effort, sans volonté. Je vous disais tout à l'heure, j'ai jamais eu envie d'être écrivain. J'ai jamais eu envie vraiment d'aller dans cette direction. C'est comme si quelque chose, là je reviens à cette notion d'inconscient, avait décidé à ma place et avait bien décidé, parce que de moi-même, j'aurais voulu me rassurer qu'une vie dite normale. Mais là, dès le moment où je suis entré dans cette phase d'écriture régulière, parce qu'à partir de l'âge de 8 ans, j'ai commencé à écrire des nouvelles presque tous les mois. Et à partir de l'âge de 16 ans, je me suis fixé une règle, c'est tous les matins 4h30 d'écriture. Tout à l'heure, je vous disais, j'ai fait 40 pages, c'est rarissime. Sur 4h30 d'écriture, je dois faire 5-6 pages vraiment d'efficace. Là, ce matin, je ne sais pas pourquoi, ça marchait vraiment bien. Mais le fait de répéter tous les jours le même geste fait qu'on devient
pas parfait, mais on devient spécialiste de ce geste. Si je faisais du pain depuis l'âge de 8 ans et avec une régularité complète, mon pain il serait délicieux, juste parce qu'à force de faire du pain, j'aurais déduit des tas de choses. Donc je me suis trompé énormément dans mes nouvelles. J'ai exploré des tas de zones qui amenaient à des impasses, mais de là, maintenant, j'ai une expérience qui me permet d'aller très vite et d'être très simple et très clair. Au fur et à mesure que j'écris, je vise à gagner en efficacité et surtout pas à faire joli, mais faire émotionnel, c'est-à-dire que les gens soient pris dedans. Il y a pas une volonté de faire un joli livre ou de faire des belles phrases. Il y a une volonté que les gens, quand ils lisent mes livres, aient un ressenti, un vécu, et que ça leur fasse oublier leur quotidien. Voilà ma motivation. Et je pourrais trouver ça autrement que par les livres, je pourrais trouver ça dans le conte. Je pourrais raconter une histoire oralement, ça ferait le même effet. Ou même tourner un film. Pour moi, tout ça procède de du même rôle, qui est un rôle de chaman, qui est un rôle de conteur, de barde. C'est une tradition de détendre les autres en les faisant rêver. Et tout à l'heure, vous parlez de rêve éveillé. Ça m'a l'air la bonne référence à mon activité. Vous viviez votre enfance dans quel contexte? C'est un milieu très littéraire? Vos parents étaient portés par la littérature? J'avais des parents commerçants. J'ai une maman qui était pianiste et très artiste. Et j'ai un papa qui était plutôt tourné vers la politique, la sociologie, tout ça. Mais ils étaient tous les deux commerçants. Mais ils m'ont ouvert l'esprit. Chacun à sa manière. Ma mère m'a donné le goût de créer. Mon père m'a donné le goût de comprendre le monde dans lequel j'étais. Ils m'ont donné juste suffisamment d'outils pour que j'ai envie de les développer. Mais pas trop. Ils ne m'ont pas écrasé. Et surtout, ils m'ont laissé faire ce qui m'amusait. Ils m'ont jamais dit, oh là là, ne fais pas ça, tu vas perdre ton temps, on gagne pas sa vie. Ils m'ont fait confiance. Ouais. Bon, alors je sais, maintenant c'est une habitude, puisque Bernard Werber est associé aux fourmis, mais quand même, le petit Bernard en culotte courte dans le jardin de ses grands-parents à Toulouse, qui observe les fourmis à l'âge de 6 ans, il se passe déjà quelque chose. Vous vous interrogez, il y a quelque chose qui vous inquiète. Oui, je m'interroge, oui, je m'inquiète. Il faut voir que je passais pratiquement 2 mois dans le jardin de mes grands-parents, pratiquement tout seul. Or, quand vous êtes tout seul avec la nature, au bout d'un moment, vous êtes presque forcé d'avoir envie d'interagir avec cette nature. La plupart des animaux s'en vont dès que vous arrivez, les lézards, tous les petits animaux qu'on peut trouver, les papillons. Mais les fourmis, quand vous arrivez, elles restent là. Alors déjà, c'est un animal qui est prêt à la rencontre. Et si vous tendez votre doigt, la fourmi, elle monte. Donc c'est un animal social qui vit dans des cités et qui est prêt à discuter avec nous. Donc forcément, des mois et des mois à me retrouver avec des fourmilières, je me suis dit, il se passe quelque chose, c'est une civilisation à côté. Et si j'arrive à les comprendre, moi en tant que géant par rapport à ces êtres, ces lilliputiens, peut-être que je comprendrai quels sont nos géants qui nous gouvernent à nous. Parce que j'ai toujours pensé qu'on était dans une dimension qui est quelque chose en dessous et quelque chose au-dessus. Elles nous voient comment, les fourmis? Vous qui les connaissez bien. Elles voient que nos doigts, qu'on approche le doigt, elles sont myopes, elles ne peuvent pas nous voir dans notre ensemble. Et surtout, elles nous perçoivent comme une odeur avant de nous percevoir comme une forme ou une couleur. Et puis, je pense qu'elles s'en foutent complètement de nous. Même quand une fourmilière est détruite, elles se disent juste notre fourmilière est détruite. Elles se disent pas c'est un humain qui a fait ça. C'est quand même une civilisation parallèle qui vit avec nous en totale incompréhension. Et c'est pour ça que seul un enfant peut arriver avec une naïveté et se dire c'est peut-être des partenaires de jeu. Parce que tout adulte se dit comment en débarrasser la cuisine. Voilà. Et c'est là où il me semblait qu'il y avait une incompréhension. On cherche dans l'espace des extraterrestres, alors qu'on a peut-être des intraterrestres qui sont à côté et qui ont plein de choses à nous dire. Bah oui, puis ils sont plus facilement contactables, parce que les autres... Ils sont là, on peut les voir. Autres, on a essayé de leur téléphoner, de leur inventer des trucs, de leur envoyer des soucoupes avec la tasse de café, mais ça marche pas. Il y a peut-être personne en plus, on est peut-être tout seul dans l'univers. Moi, je trouve que c'est ça la vraie question angoissante, c'est qu'il n'y en ait pas d'extraterrestres. Mais ça, c'est quand même une question... Je parlais d'une inquiétude, mais là, je suis sérieux, de toute façon, depuis le départ, je suis sérieux. Il y a une véritable inquiétude chez vous sur le sort, la provenance et la destinée de l'humanité, parce que finalement, on peut imaginer n'importe quoi. On pourrait dire Bernard Werber est un mystique ou alors un religieux voilé. C'est douteux quand on dit religieux voilé en plus. On dit oh là, on en rajoute. Ah, attention. Non. J'ai pas dit ça. Écrivain qui se cherche à travers une mystique qui interroge des au-delà, qui interroge des en-deçà. Je vous arrête. Il y a plein de mots qui me gênent là. Mais moi, je pose religion à spiritualité. C'est-à-dire la religion, c'est le prêt-à-porter. Il y a une prière, un lieu, des prêtres, et
il faut accepter l'ensemble, le bloc dans son ensemble. La spiritualité, c'est une aventure personnelle qui, pour chaque personne, est différente par rapport à sa culture, par rapport à son passé, par rapport à sa sensibilité. Et c'est pour ça que je crois que depuis la nuit des temps, il y a une guerre entre les spiritualistes et les mystiques. C'est pour ça que mystique et religion, ça me fait un peu bondir. Religion, en plus, a la prétention d'avoir trouvé la vérité, alors que la spiritualité a la prétention juste de poser les questions qui vont... C'est une démarche. Moi, je me sens plus poseur de questions qu'apporteur de réponses. C'est pour ça que je ne me sens pas mystique. Religuer, religion, c'est relier, c'est réunir aussi. Oui, je trouve que les gens n'ont peut-être pas besoin d'être réunis. Ils sont peut-être tout seuls. Enfin, en tout cas, dans la démarche de compréhension de ce qu'il y a au-dessus, je crois qu'il vaut mieux faire ce cheminement tout seul et se poser ses propres questions et trouver ses propres réponses parce qu'elles sont peut-être pour chacun d'entre nous différentes. Il n'y a pas un Dieu similaire pour deux êtres humains. Et il y a une démarche qui est très ancienne pour chaque être humain. Il ne faut pas avoir peur de trouver ses propres solutions. Tout est fait pour nous dire adhérez à tel système, posez pas de questions et faites comme on vous dit. Et ça, pour moi, c'est la fin de l'humanité. Le vrai courage consiste à se dire ok, je ne sais pas, je pose des questions et par rapport à mon propre passé, donc pour chaque personne le passé est différent, j'essaie de déduire la trajectoire. Vous voyez, c'est pour ça que j'ai pas peur de vous parler de ma vie intra-utérine ou de parler de mes ressentis d'une réincarnation de renard, parce que c'est quelque chose dans lequel ça me semble naturel. Mais je ne vais pas adhérer, je ne vais pas dire tiens, je suis bouddhiste parce que j'ai des souvenirs de vie de renard ou de vie intra-utérine. Je dis juste, j'ai ces souvenirs, j'en déduis strictement rien. Et à côté de ça, je me pose des questions, qu'est-ce qu'il y a au-dessus ? Et je n'ai pas de réponse. Mais c'est tentant parfois d'aller chercher dans des textes ou dans d'autres références confirmation de son état. Dire, ça vient d'où ça quand même ? Peut-être que quelque chose va confirmer ce que je ressens. C'est agréable de mettre le mot réincarnation par rapport à un ressenti de renard, oui. C'est-à-dire c'est bien d'avoir un petit mot pour identifier. On se dit, il y a d'autres qui ont dû se poser la question, on se sent moins seul. Maintenant, je ne vais pas prendre tout un système dans son ensemble sans poser des questions. Je crois que la guerre spiritualité, religion est la prochaine grande guerre et qu'il ne faut pas avoir peur. Elle est entamée, mon garçon. Elle est nettement entamée. Il ne faut pas avoir peur de parler. Moi, j'aime bien ce terme spiritualité laïque. C'est-à-dire un système dans lequel on n'est pas dans un absolu, dans une certitude, mais on est dans un ressenti, une intuition personnelle. Mais il nous faudra un pape laïque quand même pour réunir tous les membres de cette institution. Non, j'aime pas. Il ne faut pas de chef, il ne faut pas de leader. On peut tous se démerder, on peut tous se débrouiller tout seul. Il suffit d'avoir un peu confiance en soi et en son ressenti, et puis pas attendre que les autres vous disent ce que vous devez penser, quoi. Je vais faire un résumé facile. Bernard Werber préfère les insectes aux sectes. Nous voilà, mon amour, arrivé au bord du ravin. Et je sais, mon amour, que tu n'y comprends plus rien, que tu songes au beau jour. Mais aujourd'hui, c'est la fin. Aujourd'hui, c'est ton tour. Il faut lâcher ma main, mon amour. Je t'abandonne au bord du ravin, mon amour, qu'il est loin le premier matin. J'ai déjà, par amour, sauté au fond du ravin. Et je sais, mon amour, que ça n'échange rien. Tu veux sauter, mon amour, je vais prendre un autre chemin et chercher un détour. Il faut lâcher ma main, mon amour. Rendez-vous au fond du ravin, mon amour, qu'il est loin le premier matin.
serai grand, Bernard Werber sur France Inter. Et vous venez d'entendre Françoise Breut, le Ravin. À propos de Ravin, les études de droit, ça a été un fossé pour vous, Bernard Werber? J'ai rapidement enchaîné sur ce qui me semblait rigolo, parce que moi, je fais les choses pour m'amuser quand même. Donc, c'était la criminologie, et la criminologie, ça m'a appris à écrire des polars et à créer des suspens. Et les cours de criminaux étaient passionnants, parce qu'on apprenait les grandes affaires, le passage à l'acte, on apprenait à analyser une signature, un poil, à observer les petites choses et à déduire des petites choses, des solutions à des énigmes. Ça m'a donné le goût des énigmes, le goût des enquêtes, le goût d'Agatha Christie, d'Hitchcock. Et maintenant, il me semble la première des politesses dans mes romans est de créer un suspense et de trouver une fin que personne ne trouve, que personne ne peut découvrir dans le livre. Comme faire que tous mes bouquins soient comme des tours de magie, un petit tour de passe-passe. Et je commence toujours par la fin. Et après l'écriture, c'est le cheminement pour arriver à cette fin, cette révélation finale. Ce qui m'interroge à chaque fois quand même dans cette façon d'opérer, c'est que vous êtes obligé d'avoir une stratégie pour mettre en place un suspense, partir dans le sens d'une enquête et inviter le lecteur à éprouver cette enquête aussi lui-même de l'intérieur. Et en même temps, vous dites, les choses viennent ensuite, elles me dépassent. Alors comment on peut contrôler ce suspense et puis dire, allez, ça coule de source, ça me dépasse d'une certaine manière? Alors, le vrai secret, c'est que je commence par une nouvelle. La nouvelle, je l'écris en transe, c'est-à-dire d'un coup, comme ça, en facilité. Et après, une fois que j'ai terminé la nouvelle, si elle a envie de grandir, je lui fais un petit squelette pour qu'elle puisse se tenir mieux. Le squelette, ça va être mon début, mon milieu, ma fin extraordinaire. Ensuite, je vais lui mettre des organes. Les organes, pour moi, c'est les grandes scènes qu'on a, dans lesquelles j'essaie tout le temps d'être original, de telle manière qu'on l'a vu ni au cinéma, ni dans les autres livres. Et puis après, je mets le muscle, c'est un peu ce qui va faire les péripéties qui vont faire avancer l'action. Et la peau, en fait, c'est ce que vous allez lire, c'est-à-dire, quand je vous regarde, je vois votre peau, donc c'est l'écriture elle-même. Mais l'écriture elle-même n'est vraiment que le moment final, l'aboutissement. Mais au moment de l'écriture, il y a un plaisir à la création de la nouvelle, il y a un plaisir à la création du squelette, et il y a une sorte de fluidité à la fabrication de la peau. Donc c'est trois moments différents. Ça peut être casse-figure quand même, parce qu'on peut avoir une nouvelle d'une bonne teneur et d'une bonne facture, et dire je vais l'étoffer maintenant et on fait du remplissage. C'est le risque quand même. Et dire voilà, j'étais tenté et puis finalement j'ai fait un ballon, quoi. J'ai appris à ne pas tomber dans ce piège. Mais je me mets tout le temps à la place du lecteur en me disant, il a une journée fatigante, il a lu plein de bouquins ennuyeux, il faut que j'arrive à le tenir tout de suite dès la première page et que je ne le lâche plus et qu'il oublie ses problèmes et en même temps que je lui donne envie de se sentir libre et d'assumer son questionnement personnel. Donc en même temps, dans tous mes livres, j'essaie de faire découvrir des choses, d'apprendre des choses, que ce soit dans la série comme L'Ultime Secret ou Le Père de nos Pères, l'Ultime Secret étant sur les dernières découvertes sur le cerveau, ou Le Père de nos Pères qui étant sur les dernières découvertes sur l'origine de l'humanité. Je balance des infos scientifiques valables. Dans les fourmis, toutes les informations sur les fourmis sont réelles, et dans mes deux derniers livres qui sont Nous les dieux et celui qui va sortir dans 15 jours, qui s'appelle Le Souffle des dieux, je fais découvrir la mythologie et aussi une perception avec distance de notre histoire, mais c'est basé sur les faits réels. C'est-à-dire, j'essaie de retrouver la mémoire des peuples vaincus, disparus. J'essaie de découvrir quel est le fonctionnement de l'évolution de notre histoire, de notre planète. Mais je garde toujours une rigueur à travers l'espace qui a été créé par la nouvelle. Alors, le petit garçon, enfin le jeune adulte plutôt est tenté par l'astrophysique. Oui. D'ailleurs, je crois que vous vous inscrivez dans un centre d'astronomie, oui, pour regarder les étoiles. Ouais. Moi, j'ai fait un peu tout. J'ai appris la parfumerie, j'ai appris... La parfumerie. Oui, parce qu'à un moment, je me disais, l'une des manières de raconter une histoire, c'est de fabriquer son parfum. Donc, j'écrivais des histoires et je fabriquais le parfum qui correspondait à l'histoire. Donc, attendez, sur le marché, il y a un parfum Werber? Non, pas un. C'était un journal de lycée que j'avais créé à Toulouse. Et à chaque histoire, j'avais créé le parfum correspondant à l'histoire. Donc, les gens devaient gratter un petit truc et puis ils sentaient l'odeur. J'aimais bien cette idée, mais elle était trop avant-gardiste. Je veux dire, le système industriel n'était pas prêt pour ça. Sauf que les bouquins ont eu un parfum. Je rêve de pouvoir refaire ça. Je renifle mais... la bande dessinée de Bernard Werber. Alors, surtout la bande dessinée avec le papier glacé, ça sent toujours. Il y a de la colle, il y a de l'encre, il y a tout. Là. Mais quand on se plante de parfum, ça peut être terrible aussi, parce que le parfum, c'est une émotion.
Moi, si je pouvais utiliser une orgue à émotion, je pouvais dire, tiens, là, les gens vont être heureux, là, ils vont rire, là, ils vont vivre comme les personnages. J'aurais même pas besoin d'écrire les histoires, j'aurais pas besoin de faire les bandes dessinées ou de faire ce que j'essaie de faire maintenant, les films. J'ai envie de transmettre un vécu aux gens, en même temps que c'est un sens. C'est-à-dire que mes livres sont toujours construits comme des initiations. Et j'utilise pour ça la structure de la pierre philosophale, à savoir les différentes phases de maturation de la pierre philosophale. Et ça reproduit, c'est la structure cachée de chacun de mes livres. Tout cela paraît un petit peu compliqué peut-être, mais en même temps simple. On sent qu'il y a une logique, un destin, Bernard Werber. La réalité est tout autre. Parce que... C'est vrai, je dois avoir l'air un peu bizarre quand je raconte des trucs comme Parce ça. qu'après 12 ans quand même de grattage sur les fourmis, d'abord vous lancez à l'assaut des maisons d'édition comme tous les nouveaux arrivants. Et là, vous avez combien de fermetures de portes ? Pas toutes. En fait, Y non, compris votre éditeur Albin Michel. Oui, c'est-à-dire, j'ai mis 6 ans vaguement à faire un manuscrit que j'ai présenté ensuite pendant 6 ans. Donc en tout, ça a mis 12 ans entre le moment où j'ai commencé à écrire Les Fourmis et le moment où ils ont été publiés. Mon éditeur Albin Michel me l'a refusé 3 fois, mais c'est un moment où le patron a court-circuité le système des lecteurs de premiers manuscrits. Il a dit, attends, il y a quand même un truc intéressant là, et c'est pour ça que le livre est sorti. Sinon, je pense que les lecteurs de premiers manuscrits sont souvent des gens très orthodoxes. Ils veulent faire des choses qui ressemblent à des choses qui ont déjà marché. Donc tout ce qui est nouveau ne peut pas être intégré. Et bon, là j'ai eu la chance que le patron se dise, tiens, un truc sur les fourmis, ça peut être intéressant. Imaginez, si vous voulez, mais formaté malgré tout, c'est ça. Voilà. Le mot d'ordre, c'est ça. Vous avez le droit à une petite part d'imagination, mais pas trop. Ils ont tellement peur de se tromper qu'ils veulent pas prendre de risques. Donc c'est tout le problème de notre société. J'ai le même problème pour le cinéma, c'est-à-dire j'ai un projet qui est original où il n'y a pas de star, donc du coup ça rassure personne. Mais c'est ça qui est amusant, c'est sortir de l'ordinaire et essayer de proposer autre chose. Tous les autres éditeurs, mon éditeur me l'a refusé 3 fois, mais les autres éditeurs me l'ont refusé tout le temps. C'est-à-dire chaque fois je renvoyais, et non seulement ils me le refusaient, mais ils me disaient mais on comprend même pas que ce livre existe. Et pour l'anecdote, je crois mon éditeur, après que Les Fourmis aient marché, quand j'ai présenté le deuxième, les comités de lecture ont continué à dire on comprend toujours pas ce que fait ce type, hein, nous déconseillons de publier ce livre. Et je pense que même maintenant, je ne lis plus les fiches de lecture, parce que chaque fois que j'avais un manuscrit, il est quand même lu par un comité de lecture. Mais je pense qu'il y a une unanimité pour que je ne sois pas publié. Et que c'est encore le patron qui court-circuite le système, parce que c'est des gens qui considèrent c'est un truc bizarre, donc ce n'est pas intégrable, donc ça ne fait pas partie de ce qu'on aime. Oui, mais Bernard, vous représentez une valeur marchande maintenant dans le milieu de l'édition. Un éditeur regarde l'affiche. Alors, Germaine, le dernier Werber, 500 000 exemplaires. Ouais, vous le prenez, hein. Vous le prenez. Ça ne suffit pas à faire partie du Landerneau, à être lu, à être estimé. Même, c'est étrange, mais être un auteur populaire, ça paraît suspect. C'est le problème qu'avait Jules Verne. Jules Verne avait énormément de lecteurs, et on l'a découvert, Jules Verne, 70 ans après sa mort. Tout d'un coup, on s'est aperçu, mais au fait, ce type, il faisait des livres. C'est le fils de Jules Verne, le petit-fils de Jules Verne qui m'a dit ça. C'est en 1970, une journaliste qui s'est dit, mais au fait, c'est de la littérature. Jusque-là, on considérait que c'est juste de la littérature populaire, avec tout ce que ce terme comprend comme littérature pour les enfants, pour les jeunes, donc pas de la vraie littérature. Et là, moi, ce qui me soutient, c'est le bouche à oreille, c'est-à-dire les gens qui ont lu mes livres et qui en parlent aux autres. Et c'est ça qui fait vivre et qui me permet d'avoir autant de lecteurs. Mais le système des universitaires, le système des petits Landerneau parisiens ne me connaît pas. C'est pas qu'ils m'aiment pas, c'est qu'ils ne savent pas que j'existe. Il y a le populaire qui est gênant, et puis il y a quand même aussi le succès. Enfin, Philippe Delerme a vécu la même chose. C'est vrai qu'en France, c'est mal vu de réussir. Il vaut mieux échouer comme ça. Oui, mais ça réussit, donc il continue. S'il continue, il exploite un filon. C'est ce qu'on vous a reproché aussi. Oui, mais si j'avais exploité un filon, j'aurais fait le 10e des Fourmis. Au contraire, dès que les Fourmis marchaient très bien, j'ai fait les Thanatonautes et ça a été un bide. Vous avez fait quand même trois Fourmis. J'ai fait 3 Fourmis, mais j'ai fait les Thanatonautes, qui est un livre sur des gens qui sortent de leur corps pour partir à la découverte du paradis. Ça a été un bide complet. Et les gens m'ont dit, mais il faut que tu continues à faire les fourmis. Et j'ai dit, non, je suis un écrivain, je fais des histoires qui me plaisent. Je ne suis pas un écrivain que d'insectes. J'ai envie de vous parler de l'espace, j'ai envie de vous parler d'autres mondes, j'ai envie de faire des pièces de théâtre, j'ai envie de faire des vous voyez, Bernard, de certaine manière, vous entrez quand même dans le processus du marché, parce que vous dites, les Thanatonautes, ça a été un bid complet, 50 000 exemplaires. Vous dites à un écrivain, je vais te vendre 50 000 exemplaires de ton bouquin, il va dire, génial, je suis heureux, 50 000 lecteurs, c'est génial. Non, c'est un peu plus compliqué, parce qu'il y a le moment, il y a ce que tire mon éditeur et ce qui
Et puis il y a la vie aussi, malgré tout, du livre. Il n'y a pas eu un seul article signalant que même que les Tintonotes existaient. Et maintenant, il a fallu un bouche-oreille très lent pour que ce livre se mette à émerger. Au moment où c'est sorti, il y a une partie qui est repartie à la pâte à papier. Et j'ai vécu ça comme un énorme échec, comme tout d'un coup, le public ne me suit plus. Et ça fait partie des blessures. C'est-à-dire que le moment où je fais un livre et qu'il y a une réception du public, c'est comme une proposition d'amour. C'est-à-dire, je dis, est-ce que ça vous intéresse? Et si les gens me disent non, ça ne m'intéresse pas, je me sens renié. Et j'aime mes livres, j'aime envoyer mes livres en avant, et je suis toujours curieux de la réaction du public. Là, je vais sortir dans 15 jours, donc Le Souffle des Dieux, et j'ai la pétoche, j'ai le trac, et je me dis, pourvu que ça leur plaise, pourvu que ça les intéresse, vu qu'ils aient envie de tourner les pages, pourvu que je ne me sois pas planté. Et je vais vivre là les jours qui arrivent avec énormément d'angoisse. C'est pour ça que j'écris, d'ailleurs, c'est pour me détendre de l'angoisse de la sortie du Souffle des Dieux. Mais vous êtes souvent angoissé, donc. Mais oui. mais c'est pas grave. Moi, d'ailleurs, dans le livre, dans Le Souffle des Dieux, je fais référence à un dessin que j'avais vu une fois. C'est un petit poisson qui dit à un grand poisson, on dit, maman, il paraît qu'il y en a qui sont sortis de l'eau pour marcher sur terre. C'était qui? Et la maman a dit, oh, pour la plupart des angoissés. C'est vrai, si vous allez bien, vous n'avez aucune raison de vous donner du mal et d'essayer de vous surpasser. Une dernière chose pour l'instant, est-ce vrai qu'à la sortie du premier volume des Fourmis, vous avez eu devant le succès, devant ce qui se passait, 500 000 exemplaires, je ne sais pas combien vous en avez eu. Oh non, ça mais ne peut pas être autant. Mais... que vous avez eu un blues, comme vous dites, un blues post-éditorial. Vous imaginez, pendant 12 ans, vous travaillez sur le même livre, tout d'un coup il sort, et... c'est comme si j'étais enceinte et que je me sentais vide. Je pense que ça doit faire ça pour une femme. Là, je fais appel à mon cerveau féminin, comme vous disiez tout à l'heure. Et le bébé kidnappé par 500 000 personnes. Et kidnappé par 500 000 personnes. Et il y avait une autre notion, c'est zut, ils n'ont pas compris. C'est-à-dire que les quelques critiques que j'ai eues à la sortie disaient Bernard Werber nous fait découvrir le monde des insectes et grâce à lui, on comprend comment vivent les fourmis. Je me dis zut, il croit que ça parle des fourmis, alors que vraiment, je parlais d'autre chose. Oui, mais c'est la vieille parabole, l'homme ne se connaît pas, vous savez. Ouais, vous tendez un miroir, c'est qui celui-là? Il y en a une que j'aime bien, c'est quand le sage montre la lune, l'imbécile regarde le doigt. J'avais l'impression qu'ils se sont arrêtés à l'affiche, ils se sont dit, tiens, c'est un truc qui parle d'insectes, alors que là, j'étais en train de parler de notre capacité de communiquer et de notre place dans l'univers. Et du coup, j'ai très vite enchaîné sur Le Jour des Fourmis, qui était presque le livre explicatif. C'était la notice explicative. C'était la notice explicative. Maintenant, oui, j'ai mal vécu. Et le troisième volume, c'est le mode d'emploi. Je dois préciser aussi une autre chose. J'ai mal vécu la sortie des Fourmis pour une raison simple, c'est que j'ai été éduqué à échouer. C'est-à-dire tout le système scolaire nous prépare à préparez-vous à être chômeur, préparez-vous dans un monde très dur à ne pas trouver votre place, préparez-vous à vous battre. À aucun moment on m'a dit voilà, tu réussis. Maintenant tu fais quoi? Et j'avais pas même d'exemple de gens qui ont réussi autour de moi pour pouvoir savoir comment on réagit par rapport à une grande victoire. Donc j'étais désemparé. Et après ça, vous avez pensé quand même à mettre fin à vos jours? Oui. Carrément. Mais alors, c'est pas. Alors là, justement, c'est pas du tout de l'angoisse. C'était. Pendant 12 ans, j'ai couvé un œuf qui s'appelait Les Fourmis. Pour moi, dans ce livre, il y a tout. Enfin, je croyais qu'il y avait tout. Depuis, j'ai découvert qu'il n'y avait pas tout. Et ayant pondu mon œuf, j'ai réalisé ce pourquoi je suis venu. J'ai réalisé ma mission. Tout le reste ne peut être que de la déception. Donc, j'arrête le film là, en pleine réussite. C'est-à-dire, le livre sort, c'est une réussite. Ok, on arrête tout. Au revoir. Et le film, c'est comme si un film s'arrêtait au moment où tous les personnages vont bien et on n'attend pas qu'ils aient des problèmes. On va préparer la nécrologie de Bernard Werber. She left with all of her clothes on. She walked with all my CDs. She was too small to take the big screen, so she took all my DVDs. Yeah, oh, I swear the woman went crazy, cussing and yelling at me. I tell you nothing's gonna break me, as long as I still believe. Yeah, yeah. That's why you got to know I still believe in love. Yeah, you know I still believe in love. Girl, you know I still believe.
to say. If it's not written in the stars, girl, then no, I won't beg you to stay. But you know I'm gonna make it 'cause I still believe in love. Yeah, you know I still believe in love. Don't you know I still believe in love? Yes, I do. Just not with you. I keep it real because I still believe in love. Don't you know I still believe in love? Oh, you know I still believe in love. Yes, I do. Just not with you. Nah, 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 sugar, no way. I said love will find a way. Gonna get me through each and every day. It's bound to come my way each and every day. Get this stepping woman. To let the door that you wanna ask all the way out. Throwing us down. Oh, it's alright with me, 'cause it's my destiny. I'm gonna talk about love. I'm gonna rap about Still Believe in Love. Je veux dire, je comprends quand même un peu l'anglais, c'est Jack Soul, et ça me fait penser à la devise de Bernard Werber. Je cite, l'amour pour épée, l'humour pour bouclier. Ah ouais, ça j'étais content quand Ah j'ai ouais, trouvé c'est ça. bien, oui. Mais j'ai trouvé plein de formules avant d'arriver à cette simplicité-là. Mais l'humour pour bouclier, en fait, ça fait partie du processus de survie. C'est-à-dire qu'il y a un moment, si on prend tout à cœur, on vieillit très vite. Donc j'ai compris, il faut inventer. C'est comme la nature, les végétaux inventent leur système de protection. Bernard, il ferait insuffler quand même ça à l'humanité entière, enfin une bonne partie de l'humanité, parce que quand même, aujourd'hui, l'humour comme bouclier... C'est parce que tout le monde... Le problème, c'est la peur. Les gens vivant dans la peur deviennent agressifs. Il faut d'abord les rassurer, leur dire c'est pas grave. Deux, même si vous crevez, c'est pas si grave que ça, on n'est pas tous indispensables. Et après, leur dire attendez, vous allez prendre ça avec des contractions, du coup, vous allez vieillir un peu moins vite. Mais il y a. Ouais, mais le mot amour a été trop galvaudé, on ne sait plus très bien ce que ça veut dire. Mais par cette science fantastique sur laquelle vous aimez avancer comme un funambule, Les Enfants d'Ève, donc c'est la dernière bande dessinée, le scénario de Bernard Werber. J'ai oublié de dire que d'ailleurs ce garçon avait fait aussi une formation, une école de scénariste ciné, avec Éric Pouèche pour le dessin chez Albin Michel, donc c'est le premier tome, la genèse. Vous entretenez par votre imaginaire aussi la peur qui nous habite et qui nous anime. Là, on est donc dans une ère apocalyptique. La Terre est menacée, comme elle l'est aujourd'hui. Elle est menacée par des armes atomiques, entre autres. Il n'y a pas que ça, mais il y a ça en particulier. Il y a un missile d'Islamabad qui va raser toute la Terre, et on se retrouve 200 ans plus tard avec une humanité purement féminine. Voilà. Après cet apocalypse. Oui, j'étais parti, alors même pas d'une nouvelle, d'une phrase, c'est « Un jour, il n'y aura plus que des femmes sur Terre, et les hommes ne seront plus qu'une légende ». Et cette phrase, vous voyez, c'est presque la nouvelle, c'était ça, c'était cette phrase-là. À partir de là, j'en ai parlé à Hervé Dessinges qui travaille à l'École des Savanes. Il m'a dit faisons une bande dessinée. Et ça m'amusait l'idée de faire une bande dessinée. On voit que des jolies filles dans un monde où il n'y a plus d'hommes. Et donc, depuis le temps qu'on dit que le futur est féminin, regardons ce que serait un monde féminin. Et est-ce que nous sommes, nous, hommes, à ce point indispensables ? Ce monde féminin, je suis désolé, Bernard, n'est pas reluisant. Il est normal. Il a les mêmes défauts et les mêmes tares que le monde bisexué. Oui, mais parce que nous sommes des êtres humains, et j'en reviens à cette idée, nous vivons encore dans la peur. Il faut nous libérer de cette... pas l'angoisse, il faut garder l'angoisse d'évoluer, ça c'est une noble angoisse, et il faut se libérer de la peur d'avoir moins que les autres, ou la peur que les autres vous piquent des trucs. Ce que j'essaie de dénoncer dans mes livres, c'est tous ces gens remplis de certitudes qui veulent à tout prix faire la morale aux autres, tous ces tartuffes. Et mon héroïne, dans Les Enfants d'Ève, est une jeune fille qui commence à se poser des questions, qui sort précisément de la religion pour entrer en spiritualité. Ouais. Alors c'est Rebecca qui est détective et voilà. qui est engagée face aux forces du mal. Les forces du mal sont ceux qu'on appelle les hérétiques. Ils sont dans des sectes. Alors il y a une secte qui prône la dualité. C'est les dualistes. Voilà. C'est-à-dire qu'elle est coincée
coincé précisément entre la religion d'État, qui est une religion qui a le culte de l'œuf, puisque donc ce sont des femmes aussi qui pondent des œufs. C'est un peu bizarre, mais ça peut être un futur de l'humanité, aussi surprenant que ça puisse paraître. Parfois, on les appelle vulgairement les poules. Non, c'est le choix de notre viviparité est un choix de la nature, mais il y aurait pu y en avoir d'autres. Mais bon, ça, j'explique dans le livre presque scientifiquement. Et donc, il y a la religion qui apporte une certitude, il y a les sectes qui apportent d'autres certitudes. Et elle essaie de trouver un cheminement qui n'est ni secte, ni religion, qui est, attends, qu'est-ce qui s'est passé avant l'Apocalypse, puisque donc ça apparaît après, et est-ce que les hommes ont existé, qui est son questionnement personnel. Et tout le sens des Enfants d'Ève, de cette bande dessinée, c'est cette femme va partir à la découverte de ce que pouvait être un système où il y avait des mâles et des femelles, donc un système où il y avait des hommes. Alors, ce qui est embarrassant, Bernard Werber, c'est que par rapport à une religion qui nous dresse la liste du droit chemin, enfin qui nous dresse la carte du droit chemin que chacun doit suivre, parce que là nous sommes dans l'obligation, c'est un système complètement totalitaire, c'est que le doute vient des sectes qui ont un discours parallèle, enfin un discours différent, en disant il y a une autre réalité, il y a une autre vérité. Là vous vous trompez, vous êtes aveuglé. Les erreurs se gênent entre elles, mais il ne faut pas avoir peur au milieu des éléphants de se retrouver petite fourmi, on va dire, et de se dire, attends, je suis peut-être petite fourmi, mais je suis libre. Et les éléphants, ils ont beaucoup de difficultés à bouger. Mais c'est le même questionnement qu'il y a dans le souffle des dieux, puisque dans le souffle des dieux, mes dieux qui sont en Olympe, qui sont dans une sorte d'école de dieux où ils apprennent à gouverner les hommes, parmi les dieux, il y en a un qui croit qu'il y a un super dieu, et il y en a d'autres qui se disent, notamment Proudhon, qui dit ni dieu ni maître, alors qu'il est lui-même dieu d'un peuple. Et c'est le problème. Je vais ramener ça à une seule idée, c'est le sage cherche la vérité, l'imbécile l'a déjà trouvée. Tous ces gens qui ont des réponses, qui ont des certitudes, me semblent des gens fermés dans des prisons. Et la seule démarche de liberté consiste à vivre dans le questionnement, la remise en question et l'humour qui justement enlève les certitudes. L'humour est contraire justement aux religions. On rigole pas dans les temples. Dans les temples, il faut être sérieux. Quand j'allais au caté, gamin, puis qu'après on allait à l'église, on se tordait de rire. On dit, il faut surtout pas rire à l'église. Et là, on se tordait tous. Mais c'est parce que justement, c'était interdit. Oui. C'est l'interdit qui crée l'humour. Mais c'est un questionnement en général qui n'est pas que lié aux religions, qui est lié à la science. Vous savez, en science aussi, il y a des gens qui sont remplis de certitudes. Moi, tous les gens rigides, tous les gens fermés, tous les gens qui essaient de ranger les choses dans des petites boîtes sont quelque part, pas mes ennemis, mais les gens... J'essaie d'ouvrir les boîtes, d'ouvrir les carrés, et c'est le sens d'un écrivain. On n'est pas là juste pour amuser par le style, on est là pour faire que les gens, après avoir lu le livre, se disent « et si je changeais ma vie ? Et si je me posais de nouvelles questions ? Et si je me remettais en question ?» Et ça, c'est cette dimension d'humour, et c'est même cette dimension d'amour. Merci Bernard Werber avec Éric Puech, Les Enfants d'Ève, donc le tome 1 Genèse, aux éditions Albin Michel. Chez le même éditeur, le prochain roman Le Souffle des Dieux doit sortir dans 15 jours. Le 3 octobre officiellement. 3 jours avant mon anniversaire. Non, je dis ça comme ça parce que c'est fait exprès. Pour les filles de l'équipe pour avoir un petit cadeau. J'ai pas beaucoup. Non, je plaisante. Merci beaucoup. Et demain, quand je serai grand, avec Yasmina Kadra. Et bon vent à vous. Si vous voulez avoir des infos, il y a le site bernardwerber.com.